Répéter ces deux chiffres qui sont intéressants, parce qu'ils montrent l'ampleur. 30 à 35 000 exhibés entre 1810 et en gros 1940, et à peu près 1,5 milliard de visiteurs qui sont rentrés au moins dans un des grands zoos humains organisés. Alors ça pouvait aller d'un petit village organisé dans une petite ville tranquille où il y avait 80, 100 000 visiteurs, jusqu'à des expositions comme celle de Paris en 1900 qui ont fait 51 millions de visiteurs, Wembley 29 millions de visiteurs, Chicago 1893 33 millions de visiteurs. Pour nous aujourd'hui ça nous paraît être une culture un peu dans l'entre-deux. Mais il faut imaginer à l'époque que les grandes expositions universelles, je vais commencer par elles pour qu'on imagine bien la chose, c'est là où l'Occident écrit son récit. C'est là où, par exemple, au XIXe siècle, on construit les États-nations. C'est là où on montre son regard sur le monde. C'est là où, d'une certaine manière, on met en scène aussi la modernité. Quand à Chicago, Otavanga a été exhibé en tant que pygmée avec 3 de ses frères, il est exhibé au bout de Midway Plaisance, qui est une immense avenue qui fait 2 km de long. Et on commence par la fée électricité, qui va nous ouvrir sur le XXIe siècle, et on termine par les ténèbres avec Otavanga. C'est une manière de construire son regard sur le monde. Ces grandes expositions sont alors, pendant tout le XIXe et au début du XXe siècle, les rares endroits où, en fin de compte, vous avez à la fois une confrontation des différentes modernités, des différentes humanités, mais vous avez aussi une mise en scène du monde qui attire le visiteur. Pourquoi? On en a parlé plusieurs fois, mais il faut l'avoir en tête. Les gens ne voyagent pas, les gens ne quittent pas l'Europe. Quand on part pour l'Amérique, généralement, c'est qu'on est migrant et on ne va pas repartir et prendre le bateau toutes les 5 minutes. Très peu de gens ont découvert le Japon, le Moyen-Orient, l'Afrique, les Zoulous, l'Australie, les aborigènes. C'est exceptionnel de pouvoir voyager. Je dirais que c'est un luxe dans le luxe. Quand vous allez voir l'expo Vuitton, par exemple, au musée au Grand Palais dernièrement, vous vous rendez bien compte que c'est une affaire très luxueuse. Vous prenez des mois entiers pour voyager. Et ce n'étaient pas les classes ouvrières qui avaient le droit à 3 semaines de congés payés pour partir au bout du monde pour voir l'autre, pour voir d'autres continents. Les zoos humains, c'est quoi? C'est le monde qui vient un siècle. Cette histoire, elle rencontre 3 histoires parallèles au XIXe siècle en même temps. Il faut les avoir en tête pour comprendre pourquoi ça a marché. La première histoire, c'est le temps des esclaves. L'esclavage se termine et on rentre dans ce qu'on appelle la colonisation moderne. Qu'est-ce qui stigmatise le mieux la colonisation moderne? En gros, les grandes nations occidentales, l'Amérique, qui est un empire colonial, je rappelle, on dit toujours que Hawaï n'est ni plus ni moins qu'une colonie qui est restée, non pas une colonie qui est partie. Et c'est aussi les Philippines, c'est aussi un nombre de territoires, Porto Rico et d'autres, l'Amérique, l'Europe, avec les grandes puissances coloniales que sont la France, l'Angleterre, la Belgique, mais aussi l'Espagne, le Portugal, le Danemark ou l'Allemagne, et l'Italie. C'est le moment où les empires se fixent, où la carte du monde se dessine, où en gros le monde se partage le monde, plutôt l'Occident se partage le monde, ce qui fera encore les frontières d'aujourd'hui. C'est ça le XIXe siècle. En même temps, au XIXe siècle, c'est le discours de la science. C'est le moment où anthropologues, ethnologues, savants commencent à regarder ces populations que les voyageurs ramènent, soit en termes de spécimens, soit en termes de découvertes, et on commence à avoir un discours sur les races qui peuplent la Terre. C'est le moment où les savants veulent comprendre, veulent classer, veulent organiser, veulent hiérarchiser. C'est ce temps où, en même temps que le monde est découvert, où les empires se fabriquent, se bâtit dans le même mouvement un discours scientifique et scientiste sur l'autre. Et puis, dans le même temps, quand vous fabriquez l'identité de l'autre, vous fabriquez votre propre identité. Si les Suisses, en 1896 à Genève, font un village sénégalais, on comprend pourquoi, c'est l'exhibition, mais dans le même temps, ils font un village suisse, en Suisse, pour les Suisses, pour dire aux Suisses qui ils sont. C'est-à-dire que fabriquer une exposition, exhiber l'autre, aller à l'exhibition, c'est fabriquer aussi sa propre identité. Donc, le moment des identités nationales, du discours racial, tout ça s'accompagne aussi d'une troisième chose, qui est celle du 19e, c'est le moment du début de la culture de masse. Des grands spectacles, des grandes mises en scène. On dit encore un mot qu'on utilise tous dans notre vocabulaire, c'est un véritable Barnum. Quand c'est une grande pagaille, il y a plein de choses, etc. Barnum, c'est le premier des exhibeurs américains. Celui qui invente un musée du monde qu'il va installer à New York, où il va faire venir toutes les populations étranges de la Terre dans un même musée. Ce monde du spectacle moderne s'invente là. C'est le pré-Hollywood, si vous préférez. C'est le monde de la démesure. C'est le monde où on invente de certaine manière l'entertainment, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le spectacle. Spectacle, discours racial, construction des empires coloniaux et des États-nations. C'est pour ça que les zoos humains vont marcher. Mais ils vont d'abord marcher parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer un ticket d'entrée pour venir visiter. Donc, pourquoi ils viennent? Le plus vieux sentiment de l'homme et de la femme, la curiosité. Quand on vous dit que vous allez voir des populations que vous ne verrez peut-être jamais de votre vie, quand on vous dit que vous allez voir un spectacle étonnant, les cannibales zoulous débarquent aux Folies Bergères, quand on vous annonce que vous allez voir une troupe de pygmées au Magic,
la grande cité blanche de Londres, quand on vous annonce qu'il va y avoir des populations aborigènes sorties des ténèbres qui arrivent, quand on vous parle de la caravane, regardez cette image. À elle toute seule, elle résume la fascination. Cette affiche fait 2,70 m de large dans toutes les rues de Paris. D'un seul coup, on vous annonce que la caravane égyptienne débarque dans votre ville. Vous pensez bien que vous n'allez jamais les voir de votre vie. Vous êtes fasciné, vous y allez. Et c'est ça qui fait le mécanisme du succès des eaux humains. Que les impresarios puissent partir au bout du monde, monter une troupe, et recruter une troupe, sélectionner des personnes qui vont être plus ou moins étranges, plus ou moins fascinantes, plus ou moins attirantes pour le public, revenir en Europe ou en Amérique, au Japon, et faire tourner 5 ans, 10 ans, 20 ans, dans ce cas. Avec quoi l'objectif à la fin? Un objectif capitaliste, faire que des gens payent un ticket d'entrée pour venir. Petit à petit, les États vont parfaitement comprendre ce qui se passe. Ils vont se dire, dans leurs expositions un peu froides et un peu ennuyantes, il faut mettre de l'humain. Il faut reconstituer la rue du Caire. Il faut imaginer la Casbah d'Alger. Il faut imaginer le village africain avec ses pirogues. Comme vous voyez là, on en a parlé tout à l'heure avec plusieurs d'entre vous. Vous voyez un village reconstitué. On est à Rouen en 1896. C'est de la terre battue. On reconstitue les pirogues. Vous avez l'électricité qui vient vous perturber comme le regard des règles modernité. On fabrique le petit point d'eau parce que sans point d'eau, il n'y a pas de pirogue. Et les gens ont le sentiment de voir quelque chose qui est un véritable spectacle, car ils voyagent. Tout ça se fait dans le même temps, et donc ça marche. Et les États, faisant des expositions très ennuyantes, vont aller chercher eux aussi des spécimens vivants, vont mettre des indigènes dans leurs expositions coloniales, pour attirer le grand public dans ces expos, et rendre leur discours de propagande, cette fois-ci, efficace. S'entrecroise donc un discours officiel de propagande, avec un discours du spectacle et de la mise en scène, et bien sûr derrière, il reste les visiteurs. Alors les visiteurs, c'est simple. Ils vont au spectacle comme aujourd'hui vous allez au cinéma, vous allumez votre télé. Pour se distraire, pour s'amuser. On emmène les enfants au jardin d'acclimatation, on va jouer au ballon avec eux, on va pique-niquer, on regarde le sauvage. Et en plus on achète la carte postale, et au dos, comme vous voyez là, au devant, on écrit « J'ai vu le sauvage ». Je n'imagine pas les dents élimées qu'il avait. Oh, cet Indien, comment il jonglait, c'était fantastique, tu aurais pu le voir, il était vraiment étrange, il nous a fait peur, on lui a pas parlé. Ça marche parce qu'en plus on repart avec un souvenir. Et vous le voyez, dans la plupart des panneaux qui sont ici, c'est une incroyable production d'images. D'abord, il y a des images pour attirer le visiteur, comme celle-ci, puis vous avez des images pour se souvenir, où on repart avec la carte postale, le document, avec la petite chose comme là, ici, c'est des vues anthropologiques qui précèdent l'histoire de la photographie et la carte postale. Et là, cette mise en scène-là, je me rappelle parce que c'est l'affiche qu'on a utilisée pour le musée du Quai Branly. Vous voyez là-bas, avec clienturable. Plein de gens nous ont dit que vous n'auriez pas dû faire un photomontage. Mais les gens n'imaginaient même pas que c'était une vraie photo d'époque. C'était pas moi qui ai fait le photomontage. C'est Valéry, il l'a fait en 1888. Parce que pour attirer les visiteurs, il symbolise cette puissance de l'Occident qui met sa main sur son exhibé Bushman. Ils sont tous à ses pieds. Et quelque part, il attire le visiteur en disant voilà notre histoire de domination de l'Occident sur la guerre. Tout ça fonctionne dans un siècle qui se pose des questions sur l'ordre du monde. Si on avait interrogé des Européens sur comment s'organisait la Terre en 1800, ils vous auraient parlé de classe sociale, ils vous auraient parlé d'aristocrates et de non-aristocrates, ils vous auraient parlé de ceux qui avaient le pouvoir et de ceux qui n'avaient pas. Le monde ne se dichotomisait pas en 1800 entre races supérieures et races inférieures. Ce n'était même pas un langage courant. En 1900, les mêmes personnes interrogées vous auraient parlé de race. C'est ça qui s'est passé aux États-Unis. C'est ça qui s'est construit. Ça s'est construit parce qu'il y a eu des explorations, parce qu'il y a eu des empires, parce qu'il y a eu le discours des savants, parce qu'il y a eu des eaux humains. Parce que les eaux humains ont précédé en fait la rencontre à l'autre. Donc quand la rencontre réelle à l'autre a eu lieu, dans les tranchées de 14-18, dans les rues des villes avec l'immigration, le stéréotype était déjà là. Quand le colonisateur partait aux colonies, il avait déjà un stéréotype en tête. Il ne partait pas vierge et immaculé avant de mettre le pied à Dakar, à Hanoï, à Pointe-à-Pitre ou à Johannesburg. Il partait déjà avec un imaginaire, et cet imaginaire, c'était à la fois une culture bon enfant, on rigolait des Noirs, on avait peur des Arabes, les Asiatiques nous impressionnaient, les jongleurs malabars étaient bien étranges. Mais en tout cas, on partait avec une certitude. On était bien supérieur à eux. Pourquoi? Parce que même enfant, c'est comme Tintin au Congo, où Tintin ne peut que terminer roi et Milou pour les Milou. On était supérieur. On est supérieur parce qu'on est visiteur. Et quand on peut aller visiter l'autre, non pas l'autre parce qu'il sait faire quelque chose d'exceptionnel, on n'allait pas voir la danseuse du ventre parce qu'elle savait danser du ventre. On a été voir la danseuse du ventre qui nous distrayait parce qu'elle était exotique et cet exotisme nous fascinait. Et donc d'un seul coup, l'autre n'est pas exhibé pour ce qu'il sait faire, mais il est exhibé pour ce qu'il symbolise. Quelque part, une forme d'altérité qui, à travers sa personne, collectivise un ensemble imaginaire. Quand on voit un noir, on pense à tous les noirs. Quand on voit un asiatique, on pense à tous les asiatiques. Quand on voit un zoulou, on sait d'où viennent les noirs. Et quand on voit un bushman ou un autochtone, on nous explique que c'est le chaînon manquant. Et d'ailleurs, on vient voir le chaînon manquant, qui nous explique l'histoire de l'humanité telle que Darwin nous l'a expliqué,
Entre l'animal et l'homme, il doit bien y avoir un chaînon, un maillon, qui doit nous expliquer comment l'humanité s'est faite. Tout ça se construit, je le redis bien, d'une manière bon enfant. Certes, il y a des livres racistes de l'époque. On cite toujours Gobineau, 1853, de l'inégalité des races. Mais il y a 4000 personnes qui lisent ce livre. Là, on parle d'1,5 milliard de gens qui vont visiter sans avoir aucune contrainte, et en plus, ils payent pour y aller. C'est de la culture populaire. Donc la culture populaire, à la fois, doit nous interroger sur la façon dont ces imaginaires ont fonctionné, mais aussi sur une chose qui est essentielle, sur le pourquoi, d'une certaine manière, le public a été parfaitement irrigué par ce qu'il est. Voilà. Alors, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que dans un temps où la communication n'est pas comme celle d'aujourd'hui, déjà, vous avez ceux qui n'y vont pas. Soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce que ça ne les intéresse pas, soit parce qu'eux-mêmes, ils sont rassasiés d'avoir vu les villages noirs, mais ils vont déjà être irrigués par toutes les affiches qu'ils voient dans la ville, par les couvertures de journaux qui leur en parlent. Ils vont vivre dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de culture coloniale. Donc même eux qui ne vont pas à l'expo, ils vivent là, parce que la grande presse en parle. Le petit journal à l'époque, il tire à 1 800 000 exemplaires. Sur certaines années, il fera plus de 12 couvertures dans l'année hebdomadaire. 12 couvertures dans l'année sur les exhibitions présentées. Ça, facile. C'est en gros Louis Stern, par exemple, pour la France. L'Allemagne, l'Italie. Après, vous avez ceux qui y vont, qui restent un peu passifs et qui doutent. Pas de problème, sauf qu'ils y vont en famille. Qui nous dit la tête d'un jeune enfant de 8-9 ans de ce qu'il a vu, journée d'acclimatation à l'exposition coloniale 31 dont on parlait tout à l'heure. Un peu de fierté, un peu de grandeur, un peu de sauvage, un peu de cannibale, un peu d'amusement. Je suis raté de savoir un papa, des cannibales kanak et du racisme. Et peut-être des pousse-pousse chinois de l'exposition 1914 à Lyon. Et puis, il y a ceux qui y vont en étant déjà persuadés que l'entreprise coloniale est légitime. Et là, ben, ils ont la démonstration la plus absolue qu'il y a bien des races supérieures, des races inférieures. Pourquoi ben, si des gens sont exhibés, personne n'accepte de s'exhiber et d'être montré en spectacle aux autres, sauf si c'est un artiste. Mais là, c'est pas écrit que ce sont des artistes. On vous parle de Cambodgiens, on vous parle de Sénégalais, on parle de villages noirs, on parle de caravanes égyptiennes. On vient d'abord voir l'altérité, c'est ça qui est facile. Eux sont de plus en plus convaincus de cette histoire. À la première génération, à la deuxième génération, à la troisième génération. Et à côté, vous avez les savants. Alors, les savants ont toujours un problème, vous savez comme moi que c'est les parents pauvres. Je suis un historien, je sais quelque chose, on pleure toujours pour avoir des subventions. Et bien, les savants à l'époque, c'est pareil. Ils ont un vrai problème, les savants qui travaillent sur l'humain. Ils n'ont pas plus de moyens que les autres pour voyager. C'est-à-dire que pour rencontrer le spécimen, pour rencontrer l'autre, eh ben, ils n'ont pas tous les moyens de pouvoir aller au fin fond de l'Afrique, de pouvoir aller voyager en Australie, d'aller à Papouasie-Nouvelle-Guinée ou ailleurs. Quand ces spécimens arrivent en Europe, au Japon, en Amérique, ils se précipitent le matin pour aller les questionner, pour aller les mesurer les crânes, vérifier les cheveux, vérifier les textures de leur peau. Et beaucoup de traités racistes de l'époque, qui vont donc concourir aussi à construire l'image du monde, ne vont pas se faire sur des spécimens qu'on va voir là-bas en état, mais ici dans cette exposition. Avant que c'est eux-mêmes, ces anthropologues, se mettent à critiquer ces mêmes spécimens qui étaient en fait des tromperies de cirque et qui n'étaient pas de bons spécimens tels que eux en souhaitaient. Et ça n'a pas empêché une trentaine d'années, de 1860 à 1890, que la plupart des grands traités racistes anthropologiques et ethnographiques en Occident aient été écrits sur ces types de spécimens-là. Et puis vous avez le monde du spectacle qui va s'en parler. Alors là, ça devient fascinant parce qu'on a tous compris à quoi pouvaient ressembler ici, vous le voyez, les villages. On imagine bien le public déambuler dans ce type d'exposition, mais le soir, eux là, ils sont sur la scène du théâtre. Parce que leur journée ne s'arrête pas. Il faut continuer. Le matin, mesuré par les savants, l'après-midi, visité par les visiteurs, et le soir, ben, il y a un spectacle. Et le spectacle, il raconte quoi? Eh bien, il raconte l'histoire coloniale. C'est par exemple l'affaire des Dahoméennes qui ont lutté contre l'armée française et qui ont fini dans le Québec. C'est par exemple la conquête de Madagascar, un énorme diorama à l'exposition de 1900. L'actualité coloniale, dans chacun des pays, va être racontée par les figurants eux-mêmes. Et celui qui va le plus raconter cette histoire de l'actualité coloniale et de la défaite des uns face aux autres, c'est Buffalo Bill. Vous connaissez tous la grande tournée du Buffalo Bill Show, parce qu'encore maintenant, si vous allez à Disney, vous pouvez la voir. Elle continue toujours. Là, aujourd'hui, en 2016. Ce spectacle s'est pas arrêté, c'est le meilleur spectacle que Disney n'ait jamais vu. Il marche bien parce qu'il nous raconte l'Amérique. John Ford fera bien mieux après avec ce film. Mais à l'époque, le cinéma n'existe pas et on raconte déjà, et Geronimo fait partie de la tournée. On raconte déjà comment l'Amérique, quelque part, a conquis ses terres. Comment l'Amérique a fabriqué sa nation. Et Buffalo Bill, dans sa grande tournée de 1905, et avant lui en 1889, il fait une première tournée, et avant lui Barnum en 1874, fait une tournée qui traversera toute l'Europe, raconte cette histoire-là. Qui est une histoire qui est au cœur du mythe de l'Amérique. Tout comme l'histoire coloniale est au cœur du mythe de l'histoire coloniale française ou anglaise. Chacun fabrique sa mythologie, sa puissance, sa grandeur, à l'aune de ces troupes-là. Alors, dans ce qui se bâtit à ce moment-là, il y a une dernière dimension qu'on oublie complètement, bah, c'est eux. Comment ces exhibés ont accepté cette histoire?
Alors, c'est une histoire qui est de mieux en mieux connue, mais qui au départ a posé beaucoup de questions. Vous allez vite le comprendre pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas laissés sur une trace écrite. C'est rare d'avoir un exilé qui rentre au pays, puis qui publie en termes de livre ou qui fait un film. En 1890, il n'y en a pas beaucoup, dans mémoire. On a quand même quelques écrits. On en parle ici, comme l'histoire de Tabanga, par exemple, ou celle d'Abraham. Pourquoi? Parce que certains avaient été christianisés, donc avec les pasteurs, ont raconté leur récit. D'autres ont fait l'objet de plusieurs reportages et interviews à l'époque, parce qu'ils étaient de véritables stars. Otabanga, à Saint-Louis en 1904, est une véritable star. Un pygmée noir avec des dents élimées. Donc vous imaginez, vous le voyez ici en photo, en bas. Ce personnage a marqué l'opinion parce que, on va dire qu'il est spectaculaire. Donc à partir de ces premières traces, on a pu commencer à comprendre un peu les récits de ces personnes. Alors, si au début, certaines troupes ou certains individus ont été captés ou achetés, la Vénus Southampton, son histoire, elle est achetée par un impresario en Afrique du Sud, elle est esclave. Il la ramène à Londres, il l'exile pendant 4 ans en Angleterre, en Hollande et surtout en France. Elle mourra en France, son corps sera disséqué par Cuvier, un célèbre retraité sur les Southampton, démontrant que c'est le cheveu manquant. Le moulage de son corps restera jusqu'en 1974 dans le hall du musée de l'Homme, ce qui fait qu'à peu près 3,5 millions de scolaires qui ont visité le musée de l'Homme ont vu les fesses de la Vénus Southampton en moulage. Donc ils se posaient beaucoup de questions de ce que faisait cette femme nue au milieu du musée de l'Homme. Avant que les restes que Cuvier avait découpés, pendant une vingtaine d'années, étaient non retrouvables par les autorités françaises dans les musées, jusqu'au jour où on a décidé de les retrouver, et comme par hasard, on les a retrouvés. Ça, c'est un grand classique quand on ne veut pas rendre des restes. Et une loi de 2001 a fait que pour la première fois, on a pu sortir des collections publiques françaises, parce que je rappelle que les restes de son corps faisaient partie des collections publiques françaises. On a pu rendre son corps à l'Afrique du Sud, il en restait très peu, et que ça et des funérailles nationales qui ont été organisées en Afrique du Sud. Pour ceux qui ont vu le film Zoo humain cette semaine, c'est les premières images que vous voyez au début du film. Là, ces histoires derrière ces personnages, très vite il se passe quelque chose. Si les premiers sont captés, si les premières troupes sont contraintes, mais ça peut aller tardivement, parce que les Indiens Galibi en 1892 en Guyane française ont été captés et exhibés sans donner leur accord. Si un certain nombre de populations se retrouvent dans ce genre de situation, très vite les impresarios comprennent une chose. Avoir des gens exhibés passifs et malades, ce n'est pas rentable. Tout simplement pas rentable. Le visiteur ne paye pas 3 francs pour voir quelqu'un de malade assis au jardin d'acclimatation qui ne fait rien. Parce qu'il faut distraire le visiteur. Parce qu'il faut plutôt avoir des gens qui sont dynamiques. Et puis surtout, il faut des gens qui jouent au sauvage. Si les gens veulent croire au sauvage, il faut répondre à l'attente du public. Et progressivement, va se mettre en place un système où on va, premièrement, payer les gens pour jouer au cannibale et au sauvage. Deuxièmement, on va commencer à avoir des impresarios intermédiaires, chefs de village. C'est comme ça que, je ne sais plus où est Nayo Bruce, il est ici par exemple. Vous le voyez là. Lui, là, Nayo Bruce, c'est un Allemand. Il a même obtenu la nationalité allemande. Il vient du Cameroun et il va être un des plus grands impresarios. Tout simplement parce qu'il a commencé à exhiber avant de devenir lui-même chef de village. Parce que ce business va vite comprendre que la meilleure manière pour jouer au cannibale 8 heures par jour, 330 jours par an, c'est d'être payé. Je le disais tout à l'heure aux scolaires qui nous ont précédés, on bondirait tous devant les contrats de travail, on bondirait tous devant les conditions. Les femmes, bien sûr, les enfants ne sont pas rémunérés. Seuls les hommes, les chefs de famille sont rémunérés, voire les chefs de village qui reprennent les troupes. Mais ça change tout dans le consentement d'être dans l'exhibition. Ça va tellement loin qu'à Genève, en 1896, il y aura une grève des exhibés parce que le chef leur demande de faire une exhibition de plus par jour. Ils disent non, c'est pas dans le contrat de travail. Ils font grève pendant 4 semaines. Ils refusent de jouer au droit. Ça modifie beaucoup de choses dans ce qu'on pense aujourd'hui, c'est parce que pendant donc près d'une quarantaine d'années, 97% des troupes exhibées ont été rémunérées et consentantes. Elles ont donc joué au sauvage. Et elles ont, vous allez vite le comprendre, joué de plus en plus au sauvage. Pourquoi? Comme vous avez vu une fois un village noir, une fois un village oriental, une fois un village asiatique. Allez, quand vous avez été voir d'ailleurs, vous regardez, c'est les nains exhibés au village de Lilliput en 1937 par le Front Populaire. Le Front Populaire, rappelez-vous, hein, c'est le Front Populaire qui a organisé cette exposition-là en France. Pourquoi? Parce qu'il fallait attirer le public. Et tout est bon à attirer le public, mais il faut faire de plus en plus étranger. Donc il vaut mieux payer les gens pour qu'ils fassent de l'étranger, pour qu'ils fassent du spectaculaire. Parce que les gens, petit à petit, se lassent. Donc s'ils se lassent, c'est comme en télé, hein. C'est comme avec les reality shows en télé. Il faut faire de plus en plus débile pour que les adolescents regardent ces films. D'accord? Et bien il faut pareil avec eux. Donc on va de plus en plus provoquer. Et à un moment, on va chercher des peuples de plus en plus étranges. Vous voyez ici ce qu'on appelait à l'époque les négresses à plateau qui viennent de la République centrafricaine, où ce qui a beaucoup marqué les élèves tout à l'heure en venant, c'est pourtant la question de comment c'était possible. Ces femmes que vous voyez ici, Volkanschau en allemand, ça veut dire zoo humain, qui étaient donc exhibées, les femmes girafes qui fascinaient les Allemands dans leur tour.
Il va falloir être de plus en plus étrange, de plus en plus fascinant, de plus en plus étonnant. Et petit à petit, on va arriver au phénomène des années 30, où le phénomène va se taire. Les gens ne vont plus aller dans les zones. C'est pas la morale qui fait arrêter la question. Il y a très peu. Paulette Nerdal, grande intellectuelle antillaise, parlera de la sauvagerie de l'Occident qui sont sauvages avec ses exhibitions. Léon Verte parlera aussi de ces clowns nègres qui étaient exhibés dès 1910. Quelques intellectuels, quelques pasteurs, quelques curés vont s'opposer en considérant qu'ils ont une âme. Et qu'on ne peut pas exhiber ces chrétiens qui ont une âme. Mais le nombre de critiques est de 1 pour 100 000. Et ce n'est pas ces critiques-là qui arrêteront les eaux humains. Ce qui va arrêter le phénomène des eaux humains, c'est le désintérêt du public. Pourquoi? Parce que les immigrations commencent. Pourquoi aller voir des Noirs alors qu'il y a des Noirs dans les rues de Paris? Pourquoi aller voir un Oriental alors qu'à Marseille, vous les croisez sur le port ou à Sète? Quel intérêt? Et les Asiatiques qui sont tous arrivés à Marseille aussi, sont restés, ils ont fait la guerre de 14. Et c'est valable dans tous ces pays. Donc petit à petit, la première raison qui fait que les eaux humains vont se tarir, c'est le désintérêt du public. Deuxième lieu qui va largement remplacer les eaux humains, le cinéma. Aller voir Tarzan, c'est quand même beaucoup plus ludique et beaucoup plus fantasmagorique que d'aller voir les sauvages aux eaux. Donc Tarzan va progressivement, comme tout Hollywood et le cinéma américain, français colonial, va remplacer ces exhibitions. Et donc on va voir disparaître, mais pratiquement dans les mêmes pays, entre 1930 et 1933, les expositions. Quelques-unes vont continuer, comme en 34 ou 40 au Portugal, qui a démarré très tardivement sur le processus d'exhibition, en Espagne, mais à partir de 40, le phénomène est devenu presque obsolète, presque ringard. Les derniers à s'y essayer seront les Belges, qui en 1958, à la grande exposition universelle de Bruxelles, organiseront un village congolais. On est donc à 2 ans des indépendances. Et d'ailleurs, les intellectuels congolais qui vivaient à l'époque à Bruxelles allaient voir les artisans dans le visage en disant mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas vous exhiber, ce qui fait qu'à 4 semaines de la fin de l'exposition, tous les Congolais se cassent. C'est presque une allégorie de la fin de cette histoire, c'est que le village congolais termine vide, sans Congolais, donc un village congolais sans Congolais, autant vous dire, ça peut être sacrément vide. Ceci démontre que, à la fois, le processus a été très peu intellectualisé d'ailleurs à l'époque, si ce n'est par les États, qui ont très vite compris que ces exhibitions leur permettaient de donner à voir quelque chose qui aujourd'hui nous paraît très loin. J'essaie de vous le résumer en quelques mots. Nous sommes au XIXe siècle et la plupart des grandes nations européennes ou américaines ou japonaises commencent leur processus colonial. Et elles ont face à elles des opinions à qui elles expliquent que c'est légitime de coloniser. À qui elles estiment que c'est légitime de prendre des terres et de les exploiter. À qui elles expliquent qu'il est légitime de dominer des gens sans leur donner le droit de vote. Déjà, dans le cas de la République, bon courage. Il faut se repositionner dans le fait que ceux qui colonisent à partir de 1870, peut-être pas au niveau du Second Empire, Napoléon III, mais c'est des républicains. C'est le discours de Jules Ferry au Parlement français qui nous dit en 1885 qu'il y a un droit des races supérieures sur les races inférieures. Il faut y aller quand même quand t'es républicain, celle-là. Hein. Heureusement qu'il y a un vieux communard qui se lève, député, qui dit Jules Meigne, vous osez dire cela, monsieur Jules Ferry, dans le pays des droits de l'homme? Parce que c'est le débat de l'époque. Pour justifier la colonisation, il faut à un moment la mettre en scène et la rendre légitime, au sens premier de la chose. C'est-à-dire que si vous voulez que votre opinion trouve normal d'amener à la lumière des peuples dans les ténèbres, il faut démontrer que ces peuples sont dans les ténèbres. L'ironie va très très loin, parce qu'ils ont tellement bien réussi à vendre cette idée-là, qu'elle a plutôt marché dans l'opinion, et l'opinion est plutôt rétive au début, mais pas qu'en France, en Allemagne, en Angleterre, à l'idée impériale, en Italie aussi, quand l'Empire italien se constituera. Au Portugal, l'opinion, c'est un peu plus tardif, va assez vite basculer dans cette idée-là. Mais l'idée anticoloniale n'est pas du tout une idée qui est que minoritaire dans l'opinion, ou le désintérêt. C'est à peu près équivalent pour l'État, puisqu'il va engager énormément de propagande en France comme ailleurs pour convaincre ces populations, se retrouve en permanence dans un besoin de justification. Pourquoi? Tout simplement parce que face à ces opinions, il commence à y avoir des intellectuels dans ces pays qui se révoltent, il commence à y avoir des révoltes populaires, et elles ont commencé très tôt, c'est comme une sorte d'esclavage. La notion de révolte a accompagné toute l'histoire de l'esclavage, et les oppositions coloniales ont accompagné toute l'histoire coloniale. Donc il faut, montrer que ceux qui se révoltent sont eux dans les ténèbres, et ne comprennent pas la lumière, par exemple, que la France apporte à ces pays. Et quand on amène la lumière, généralement il se passe un truc, certains la prennent en pleine face. Et d'un seul coup, renvoie à la République l'idée des Lumières. C'est les Senghor, c'est les Césaire, c'est les Ferrat-Tabat, c'est les Ho Chi Minh, qui viennent vivre eux-mêmes en immigration en France. À un moment, commence à se confronter à une histoire incroyable, c'est qu'eux disent, comme les surréalistes par exemple, mais qu'est-ce que c'est mis en scène? Vous nous parlez d'une République qui colonise au nom des valeurs de l'humanité, des valeurs d'égalité, des valeurs de fraternité, et dans cette même République exhibe nos frères, ceux qui ont la même couleur de peau que nous. Il y a un contraste, c'est pas possible. C'est ce qui arrivera au Canac de 31. Certains d'entre vous sont peut-être passionnés de foot,
à quelques semaines de l'euro, on va se faire plaisir. Je vais revenir à une histoire qui date de 98. Vous devez peut-être vous rappeler quand Jean-Marie Le Pen dénonce certains joueurs de l'équipe de France qui ne chantent pas la Marseillaise. Il y en a un parmi eux, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christian Carambeu, qui ne chante pas la Marseillaise en 98. Et d'ailleurs, les caméras s'arrêteront légèrement sur lui au moment où on voit, je pense que c'est un des tout premiers matchs de l'équipe de France, c'est son deuxième match, on est encore dans les poules éliminatoires, et on le voit, il ne chante pas, il a un visage presque plein. Il venait juste de découvrir une histoire qui lui était personnelle, mais dans laquelle il n'avait pas, comment dire, il l'avait enfoui. Comme dit souvent Christian, c'est tabou de parler du malheur de sa famille. Et en Kanaki, on ne parle pas d'histoire quand elle a été humiliante. On ne parle pas d'histoire d'humiliation. On ne parle pas d'histoire d'une tromperie. Il avait toujours trouvé son... C'est compliqué à expliquer, mais pour vous expliquer, en gros, c'est son grand-oncle qui a été son père. Enfin, son grand-père, pardon, excusez-moi. Qui a plus de liens pour lui en termes du clan que son véritable grand-père. Et son grand-oncle, ainsi que 22 personnes de son clan, avaient été exhibées en 1931, non pas à l'exposition coloniale, mais au jardin d'acclimatation comme les derniers cannibales de l'Empire. Et il venait de l'apprendre 3 semaines avant la Coupe du Monde par le très beau roman qu'a fait Didier Delinx, Cannibal, qui arrive aujourd'hui à succès incroyable. Et Didier fait partie de notre aventure. J'étais encore avec lui la semaine dernière, enfin dimanche dernier, à Étonnant Voyageur, avec Ventura, va faire une conférence justement sur les eaux humains. C'est un livre qui a été majeur parce qu'il a permis à beaucoup de Français, et aujourd'hui beaucoup de scolaires, un livre qui a un succès incroyable et qui est enseigné aujourd'hui au lycée, de comprendre comment cette histoire avait pu être au cœur de notre propre histoire nationale. C'est ça que portait Christian. C'est qu'il ne pouvait pas chanter la Marseillaise en représentant la France. Il venait en lui, il y avait toute l'histoire de ses aînés, une humiliation, car c'est une humiliation parce qu'on a fait croire à ces Kanaks qu'ils venaient à Paris pour représenter leur pays. Sur le bateau, on a commencé à leur dire, alors, ça ne se passera pas vraiment à Vincennes dans la grande expo coloniale, mais plutôt dans l'acclimatation. Vous n'aurez pas le droit de parler français. Certains étaient d'anciens combattants de la guerre de 14, d'autres étaient instituteurs, d'autres avaient des métiers dans la fonction publique là-bas. Ils devaient jouer au cannibale pour leur faire changer d'avis. Parce qu'un cannibale, quand ils sont tous arrivés à Marseille, ils avaient le costume. Vous ne pouvez pas être un cannibale en costume, ça n'existait pas, un cannibale en costume. Et puis vous ne devez pas non plus chanter des cantiques chrétiens, il faut mieux chanter des grognements. Puis ils ne mangent pas de la viande crue, mais là, ils mangent de la viande crue. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés aujourd'hui à l'acclimatation, mais qu'après, ils ont même été échangés contre des crocodiles avec le musée Lanov et le musée Hagenbeck de Hambourg. C'est pour ça que Carambeu avait du mal à chanter la Marseillaise ce jour-là, parce que cette histoire, il se la prenait en pleine poire, c'est le cas de dire, et il ne pouvait pas encore en parler. Il a fallu à peu près 7-8 ans pour commencer dans différentes interviews, moi j'ai pu l'interviewer dans un film, pour commencer à raconter cette histoire, qui en fait était elle-même tabou en Nouvelle-Calédonie, au point qu'il n'a jamais compris la violence de son grand-oncle, arrière-grand-oncle. Il n'a jamais compris. Il n'a jamais compris que cette histoire, elle était enfouie, qu'elle ne se racontait pas, qu'elle ne se transmettait pas génération après génération. Car vous êtes dans une histoire intimement complexe, qui est pas du crime au sens premier de la chose, mais qui a un réel traumatisme. Cette histoire-là, justement, c'est maintenant qu'on commence à la mesurer, parce qu'on commence non plus à avoir les témoignages de ceux qui ont vécu cette histoire à l'époque, mais les témoignages en fait de ceux qui ont connu cette époque-là à travers la mémoire orale, ou qui ont pu en discuter avec leurs parents, qui eux-mêmes en avaient parlé avec leurs grands-parents qui avaient été exilés. Et tous ne l'ont pas vécu de la même manière. Moi, j'ai interrogé par exemple la famille Seg à Dakar, où le grand-oncle Thiam était un chef de village, il est sur une des photos ici, qui a fait fortune avec les eaux humains, qui est devenu maire adjoint de Gorée, qui est l'une des plus grandes fortunes de Dakar. Et d'ailleurs, avec l'argent des eaux humains, lui, en tant que chef de village sénégalais, il a construit la première équipe de foot qui aura le premier championnat inter-AOF dans les années 20. Pour eux, c'est super positif, les eaux humains. Vous arrivez dans la cuisine des Seg, il y a un grand médaillon avec toutes les médailles d'or, d'argent et de bronze qu'a été le grand-père. Mais cette histoire, elle est intimement complexe parce que chacun, en termes de traumatisme, en termes de récit, ne l'a pas porté de la même manière. Pourtant, ce qui est un deuxième point fondamental sur lequel je pourrais insister, elle est la même dans pratiquement tous les pays du monde. Ce qu'on est en train de se dire, c'est pouvoir le raconter à Tokyo, à Johannesburg, à Los Angeles, à Buenos Aires, à Hambourg, à Londres. C'est la même histoire. C'est un des premiers phénomènes mondialisés. Quand des fois on s'interroge sur cette histoire de l'autre et nous, très intello, très philosophique, on est d'accord, ou on va dire le nord et le sud, ou cette frontière invisible entre un ou et un nœud qu'on comprend bien entre ceux qui ont dominé et ceux qui ont été dominés. Notamment ceux qui sont encore porteurs aujourd'hui d'un ressenti d'humiliation, et ceux qui ont plutôt un sentiment de l'anti-repentance, par exemple. C'est des choses qui sont très difficiles à définir avec une ligne marquée au sol. À travers l'histoire des eaux humains, vous la comprenez parce qu'elle a été partout, et presque en même temps bâtie de la même manière. Les Japonais ont fait pareil que la France, la Suisse ou l'Angleterre. D'ailleurs, ils ont tellement fait pareil qu'à Osaka en 1903, ils exhibent des blancs. Ah oui, ils sont une race supérieure, c'est logique. C'est logique. Et si un jour des Africains avaient colonisé notre pays, ils auraient exhibé des blancs pour la même démonstration. Quand vous avez le pouvoir d'exhiber l'autre, vous avez la capacité de dominer l'autre. Je
pas si certains d'entre vous ont vu cette carte postale. C'est assez fascinant. Je vous lis juste la légende. Pavillon des mers du Sud. On est en 1914 dans une grande exposition au Japon. D'accord? On est à Tokyo. Et la légende dit cannibale coréen. Comment y a-t-il des cannibales en Corée? Bah, si vous voulez coloniser des gens, la meilleure manière, c'est d'expliquer que sont les sauvages. Et c'est quoi le must du sauvage? C'est d'être un cannibale. Donc si vous dites que les Coréens sont cannibales, c'est légitime que depuis 1910, les Japonais aient colonisé la Corée. C'est-à-dire que c'est les mêmes mécanismes, c'est les mêmes jobs, on pourrait dire aujourd'hui. C'est les mêmes images, c'est les mêmes imaginaires, c'est les mêmes manières d'exclure l'autre, d'inférioriser l'autre, de déshumaniser l'autre, qui légitime à un moment le fait de pouvoir le coloniser, de pouvoir le placer dans une hiérarchie, et donc se donner le droit de pouvoir le coloniser. Et donc de convaincre les opinions, notamment japonaises, qu'il est intimement légitime de pouvoir coloniser ces pays du monde. Donc l'histoire des eaux humains, c'est pas simplement l'histoire de villages reconstitués. C'est pas simplement des grands spectacles qui pendant un temps ont marqué nos arrière-grands-parents, nos grands-parents. C'est quelque chose qui a fabriqué une forme de culture. L'exposition de Chicago, je le disais tout à l'heure, c'est voir, c'est savoir, c'était son slogan en 1893. Quand on a vu le sauvage, dans de telles conditions, un sauvage payé pour jouer au sauvage, dans un monde reconstitué comme celui-là, est-ce que vous imaginez une scène comme celle-là? Je vous enlève la Tour Eiffel, vous pensez que c'est un village au Sénégal. Vous êtes à Paris. L'endroit même où aujourd'hui est bâti le musée du Pérou. C'est la même esplanade. On reconstitue le village. Pour ceux qui ont vu le film cette semaine, on voyait même sur ce même point d'eau des gens en train de jeter des pièces de monnaie, où ces petits Africains plongeaient pour aller chercher les pièces, pour à la fois les garder, bien sûr, et divertir les visiteurs. Ce village Wolof qui est organisé, avec ses cadres construits de la même manière que ici, donne tout à fait à voir un monde qui nous appartient puisqu'on est capable de le reconstituer. Donc on est capable presque de le tenir dans sa main. Quand ceci devient une allégorie, on va dire c'est un intellectuel qui parle, mais c'est quoi la place d'un petit enfant de 8-9 ans qui a été voir ça? C'est chez lui. Ça lui appartient. C'est l'expo coloniale dont monsieur parlait tout à l'heure, quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Jour de l'inauguration, 750 000 visiteurs. Première grande manifestation française du XXe siècle. Et je pense que beaucoup d'enfants français qui ont été là-bas étaient extrêmement fiers de posséder cet empire. C'était la gloriole impériale. On était fiers d'avoir un empire sur les taches roses de la salle de classe. Ça paraissait tellement naturel parce que ces indigènes ne se révoltaient pas. Il fallait vraiment les lire, les petits stickers des surréalistes sur les bancs de Paris ou les arbres qui étaient écrits ne visitez pas l'exposition coloniale, pendant que vous la visitez, on bombarde l'Indochine ou l'Algérie. Très peu de gens l'ont vu. La contre-exposition du Parti communiste, de la CGT et des surréalistes fait 5000 visiteurs, face à 33 millions qui est vendu. Et en plus, qui inaugure l'exposition à côté du président de la République? Blasienne, un noir. Un noir. Même un noir inaugure l'expo coloniale 31, c'est que tout va bien dans l'Empire français. C'est le paradoxe de cette histoire, c'est qu'elle se fait sans violence, du moins pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu des morts, notamment par maladie. L'histoire des Philippins qui viennent à l'exposition de Barcelone en 1998, c'est une hécatombe, 140 d'entre eux mourront. À Saint-Louis, il y aura plus de 400 morts. Essentiellement de maladie ou de mauvais traitements. Dans d'autres exhibitions, on connaît l'histoire, par exemple, des aborigènes, la troupe de Toby, qui petit à petit sont décimés, ou des Fugiens, qu'on a retrouvé les corps il y a maintenant 5 ans, qui sont repartis il y a 3 ans au Chili, et qui ont eu des funérailles nationales par la présidente de la République du Chili. Donc, cette histoire-là, bien sûr qu'il y a des drames derrière les humains. Mais ils représentent une infime minorité dans une autre histoire, qui est beaucoup plus complexe, qui a fabriqué une sorte de mirage sur l'Occident, et qui a fabriqué totalement un monde de faux, où le faux l'a emporté sur le vrai. Car quand aujourd'hui les gens vous disent on a quand même fait des choses fantastiques là-bas aux colonies, ces hôpitaux, ces routes, ces ponts, on leur a appris à lire et à écrire, on leur a amené l'humanité, les lumières, ils ont quoi en tête? Une réalité qu'ils ont été voir là-bas, des centaines de livres qu'ils ont lus, la réalité sur le taux de scolarité en Algérie en 1954, celle sur le taux de Bac+2 au Sénégal en 1952, le nombre de routes employées, mais par qui? Au Burkina Faso, la grande route, qui à l'époque s'appelait la Haute-Volta, qui va utiliser 45 000 travailleurs, il va prendre 4 ans à être construite, la grande route qui va de Bobo-Dioulasso à Ouaga. Okay. Combien de voitures l'empruntent? Une seule. Il n'y a qu'une seule voiture au Burkina à l'époque, celle du gouverneur. Une voiture. Vous savez tous ce qu'on va dire en Afrique, on ne marche pas sur les routes en Afrique, mais sur le côté des routes. Les routes en Afrique en 1932, ça sert à rien. Si ce n'est à montrer une puissance coloniale. Donc quand les gens parlent de ça aujourd'hui, ils ne parlent pas du réel. Ils parlent du fictionnel qui domine le réel. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que là, nous sommes en train, certes, de parler de quelque chose qui est une image, de l'éphémère, du spectacle, presque de l'amusement, mais pourtant, cet amusement-là, il fabrique encore aujourd'hui un des cœurs du débat que nous devons apprendre à décoloniser. Et en plus, nous ne maîtrisons pas cette histoire. Je vous le dis, il y a encore 20 ans, nous n'avions aucun jeune chercheur qui venait nous voir en disant « Eh monsieur, je voudrais faire une thèse sur les œufs humains ». D'abord, on n'aurait pas compris ce qu'il nous disait, comme vous avez écouté Jean-Pierre Coco, tu pourras ensuite le savoir.
Maintenant, c'est plus le cas. Seulement arrive maintenant toute une génération de chercheurs qui commencent à se pencher pays par pays. Là, j'étais la semaine dernière avec une jeune Hongroise qui travaille sur l'histoire des os humains à Prague. Un autre qui vient de faire une thèse sur les os humains en Suisse. C'est là où ça devient fascinant. Quelqu'un peut me parler des colonies de la Suisse? On écoute. L'empire colonial suisse, ça vous dit quelque chose? Mais il n'y a pas de colonie. Donc on pouvait avoir un esprit colonisateur sans colonie. C'est là où ça dépasse simplement de penser qu'une culture coloniale est fondée sur une histoire impériale. Elle est d'abord fondée sur une histoire imaginaire. Et oui, les Suisses étaient des petits colonisateurs, ils n'avaient même pas besoin de colonies pour l'être. Ça nous parle d'un imaginaire sur le monde. Ça nous parle d'un regard aussi sur soi, qui s'est fabriqué à travers ça. Car quand on va aujourd'hui à l'acclimatation et qu'on voit ces sauvages, entre guillemets bien entendu, alors on se rassure sur soi-même. Nous, on n'a pas plusieurs femmes, on ne vit pas moitié nus, on n'a pas plusieurs enfants qui courent partout, on ne vit pas sur des pirogues, on est des bons chrétiens. Ça vous fabrique vous-même. C'est une manière de fabriquer les nations. Pourquoi mes théoriques arrière-grands-parents, je suis toujours théorique parce que certains un jour ont pris au pied de la lettre quand j'ai dit mes arrière-grands-parents ont été exhibés en 1910 à Nantes, donc je suis breton, donc pour la République en 1910, un demi-sauvage, avec la drôle de coiffe qu'avait mon arrière-grand-mère sur la tête, les sabots de mon grand-père et la langue un peu bizarre qu'on parlait, qui n'était pas française, qui n'était pas une français. En 1910, à côté du village sénégalais, il y a un village breton, avec la même barrière, ici sur photo. C'est plus sur quel panneau, on l'entrera tout à l'heure. Parce que les Bretons, il faut démontrer qu'ils ont encore du chemin à faire pour entrer dans la République. Et je vous rassure, hein, à côté du village sud-africain qu'organisent les Anglais à Wembley, il y a le village irlandais. Parce qu'il faut aussi que les Irlandais, c'est des sauvages. C'est pour ça qu'ils ne votent pas. Cette dialectique, elle dépasse largement simplement une histoire raciale. C'est d'abord une histoire de domination. Et la meilleure manière d'arriver à fixer, à légitimer une domination, c'est de la rendre tangible et de faire que les gens y croient. Le savant le démontre, le spectacle le prouve, la facilité de l'exhiber en est la preuve la plus évidente, et en plus on leur amène le bonheur et le bien-être. C'est extrêmement, c'est une extrême perversion. Et cette perversion, elle a fonctionné parce qu'elle fonctionne sur la mesure. Et en plus, les gens ne pouvaient pas être déçus, ils étaient payés pour ça. Au pire, ils se payaient de trouver le sauvage pas assez sauvage. C'est quand même incroyable. Voilà comment regarder aussi cette histoire un peu autrement. Je voulais essayer d'amener au-delà de l'exposition et du film pour ceux qui l'ont vu. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous allez sur Internet, vous tapez les os humains. De toute façon, c'est tellement fait pirater qu'ils visitent partout. Vous allez voir 400 chaînes YouTube, 300 mecs qui demandent. Allez-y, vous pouvez le voir partout. Soyez tranquilles, il a largement été diffusé. Juste une dernière petite chose avant de vous laisser la parole avec les questions. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué. On était il y a 1 mois et demi avec un romancier, vous avez peut-être entendu un petit peu parler en ce moment, qui s'appelle Alain Mabankou. C'est un grand romancier d'origine congolo-française, maintenant un petit peu américain aussi, puisqu'il enseigne à Los Angeles. Puisqu'à l'époque, personne ne trouvait qu'il était assez sérieux, malgré son renom, pour venir enseigner dans une grande université française. Il vient de faire la star au Collège de France il y a quelques jours. On était ensemble en train de donner des cours. J'étais avec lui, avec Dominique Thomas, qui dirige le département des études françaises à UCLA. Et on a fait cette exposition à Walla Walla. Je ne sais pas si entre vous c'est où est Walla Walla. Mais Walla Walla, c'est dans l'État de Washington, tout à fait au nord des États-Unis, sur la côte ouest, et c'est à peu près, je dirais, le cœur du mythe cow-boy. C'est-à-dire que tous les ans, pendant 4 jours, tout ce qui est la mythologie cow-boy se réunit là, avec tous les imaginaires que vous pouvez imaginer. Les gens s'habillent comme dans le temps, et on reconstitue ces grandes caravanes qui avaient traversé l'Ouest, et c'est le mythe qui se passe là. Honnêtement, je pense qu'il ne faut pas tomber ce week-end-là quand on est trop parisien comme moi, par exemple. Certains d'entre vous ferait un peu étrange en vous retrouvant là-bas si vous n'avez pas votre chapeau de cow-boy. Et là-bas, on a fait cette exposition-là parce qu'il y a aussi une ancienne réserve d'avions. Et que c'est une université qui est ouverte notamment à beaucoup d'avions. Et donc, dans l'amphi, il y avait des chercheurs de cette université, voilà, le collège, voilà. Et il y avait notamment, peut-être, sur les 500 personnes qui étaient là, une centaine de jeunes qui ont des bourses et qui viennent de ces peuples indiens. Et c'est leur histoire. Et ils nous ont dit, c'est incroyable, vous, Européens, venez nous raconter notre histoire. Parce que c'est aussi leur histoire. C'est l'histoire des Indiens. J'ai rencontré l'autre jour les Aïnous. Les Aïnous, c'est les populations qui vivent dans les îles au Japon, qui jusqu'en 1991 n'avaient pas le droit de vote au Japon, et qui ont vraiment été considérés comme les sauvages de la période. Un peu mon arrière-grand-père breton. Vous voyez le genre. Et pour les Aïnous, c'est leur histoire. Quand on raconte cette histoire aujourd'hui dans les quartiers populaires en France, ils y voient un bout de leur histoire, car c'est aussi un peu leur histoire. La manière dont ils sont encore vus et ont été vus leurs aînés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la même histoire. Il faut prendre beaucoup de pédagogie là-dessus. Mais ça fait partie d'un des chaînons à déconstruire de comment s'est fabriquée l'image sur l'autre. C'est pour ça que ce travail avec Lilian notamment qu'on a pu faire à l'exposition, qui a été un énorme succès,
qui est une histoire incroyable, parce que je pense que si Lilian n'avait pas été le co-commissaire de cette expo, jamais le patron de ce musée, du musée du Quai Branly, n'aurait ouvert ses portes à un sujet comme celui-là. Lilian a deux avantages. Moi, je suis un guerrier, lui, c'est un diplomate. Surtout, il était champion du monde. Ça, je ne suis pas champion du monde. Et le fait que quand on lui a demandé quelle expo il voulait faire au Quai Branly, il a dit, il n'y en a qu'une seule que je veux faire, c'est des os humains, sinon je ne ferai pas, M. Martin. Ça a obligé ce grand musée, je terminerai là-dessus, à faire cette exposition en 2000. Autant vous dire qu'ils n'y ont pas cru, autant vous dire qu'ils ont mis tous les bâtons dans les roues. Ceci n'est pas grave, c'est même un détail. Autant vous dire surtout qu'ils n'ont jamais cru qu'il ferait l'exposition qui ferait le plus grand taux de visiteurs par jour ouvert. Autant vous dire qu'ils n'ont jamais cru qu'il ferait l'exposition la plus rentable. C'est incroyable, alors, ironiquement, comme le temps des os humains. Ça a été unique. En fait, ça a été exhibition, non exposition. Mais ce qui est encore plus ironique de tout ça, c'est que nous, on n'avait demandé qu'une seule chose, bien sûr, c'est pas être payé pour avoir une totale liberté de partir, mais qu'une chose essentielle, c'est de pouvoir prendre 10 pièces dans le musée permanent du Quai Branly pour les mettre dans notre exposition. Et on l'avait mis à notre contrat. Et le conservateur en chef, qui ne nous aimait pas beaucoup, il n'avait même pas serré la main de Lilian ni la mienne, et j'ai toujours pas été champion du monde, donc on peut au moins imaginer qu'il aurait serré la main de champion du monde, nous avait dit, bon, ok, prenez ces pièces, on va les mettre dans le contrat. Mais pourquoi on avait pris les pièces du Quai Branly? Parce que ces 10 pièces, elles avaient masque, Dogon. Et quand vous prenez la même pièce, vous la mettez dans l'exposition, c'était la nôtre, vous changez le texte, le même objet. Masque Dogon, issu de l'exposition coloniale de 1931, utilisé par les personnes exhibées de 16h à 16h40 devant les visites. Vous ne regardez plus le masque Dogon de la même manière. C'est pas la même histoire de l'objet. C'est ça qui est fondamental à travers cette exposition, comme à travers travailler sur les os humains, c'est que ça nous oblige à regarder une partie de cette histoire autrement, parce qu'on sait aussi l'envers du décor. Par exemple, qu'un jeune de 21 ans, qui prenait le bateau à l'époque, officier de la coloniale, qui partait à Dakar, à Hanoï ou à Pointe-à-Pitre, on peut imaginer qu'il avait le cerveau vierge sur ses monts lointains. Mais non, il avait lu Jules Verne, il avait lu Tato Congo, il avait peut-être été à l'expo coloniale frontière, il avait peut-être rencontré votre père ou votre grand-père? Beau-père. Votre beau-père. Il avait peut-être rencontré au pavillon des protestants et des scouts protestants, on m'avait expliqué. Il avait peut-être tout ça déjà en tête quand il partait. Il avait un imaginaire déjà incroyable, il n'était pas vierge. Il avait peut-être vu Pépé de Moko, la Bandera, l'homme du Niger. Il partait avec un imaginaire de western. En tout cas, il partait pas vierge. Ne pas croire que l'histoire coloniale ne s'écrit que lors de la rencontre coloniale. Elle s'écrivait bien avant, parce que c'est une culture. Et les os humains ont certainement été un des éléments majeurs de cette culture. Nous apprenons seulement maintenant à commencer à décoder ça. Je me rappellerai toujours au musée d'Osaka, quand on avait cherché quelques photos pour cette expo, quand j'ai dit à conservateur en chef que je venais chercher des images d'os humains. Il m'a regardé, il m'a dit, bon, le traducteur n'était pas très bon, il croyait que je parlais d'os humains. Il m'a dit, écoutez, on n'a pas de photo d'os humains. Voilà, non, je parle d'exhibition coloniale. Alors, et puis on doit bien avoir 2-3 trucs, et en fait, c'était même pas classé dans leur collection comme ça. C'était classé dans la catégorie folklore. C'est intéressant. C'est que tant qu'on regarde cette histoire-là à travers une sorte de folklore, on ne peut pas comprendre ce que ça a produit. On ne peut pas comprendre que ça a été aussi, c'est pas plus important que le reste. Mais c'est aussi simplement important qu'un Jules Verne, qui est peut-être le plus grand auteur du XIXe siècle, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est le plus raciste du XIXe siècle. Le plus raciste, il a dit. Je ne prends aucun gant en disant ça. Et pourtant, des centaines de petites têtes blondes ont découvert le monde en 80 jours grâce à Jules Verne. Apprendre à décoder tout ça, c'est apprendre à comprendre, ça vous permet de comprendre, comment le monde, comment notre monde, et en fait, aujourd'hui, comment cette histoire résonne encore dans le présent. Parce que si on a décolonisé les empires dans les années 60, si on commence à peine à décoloniser les économies, c'est d'ailleurs un économiste avec qui j'étais au spécial étant voyageur, Abderrahman Ouamiri, qui me disait cette phrase fantastique ce week-end, tu sais maintenant, je pense que les économistes sont décolonisés parce que c'est nous les Africains qui finançons vos partis politiques. Donc ça y est, on a décolonisé les économies. Hein, c'est nous qui payons, on choisit pour eux. Ce qui est vrai. Ça, on l'a peut-être fait. Mais on n'a pas commencé véritablement à déconstruire, à décoloniser ce qui fait nos imaginaires. On commence à prendre à peine, pardon, je commence à fatiguer, alors je vais manger une cacahuète, moi. On commence à peine à comprendre aujourd'hui que c'est toutes ces images, ces imaginaires-là qui apparaissent. Voilà. Donc je vous laisse, si vous avez des questions à me poser, je suis à vous. Je vous écoute. On a demandé tout à l'heure, dans toutes les bonnes librairies, d'ici, d'ailleurs, et de Montpellier, de Nîmes, comme la Fontignan, vous pouvez trouver pas mal des ouvrages qu'on a publiés, notamment le beau catalogue qu'on a fait avec Lilian Thuram, où toutes ces images sont et beaucoup d'autres, ainsi que des ouvrages, d'ailleurs plus scientifiques, plus universitaires autour de la question.
c'est un sujet aujourd'hui qui tourne beaucoup. Je ne dis pas tout ça tout à l'heure, mais ces expos tournent en français, en allemand, en anglais, bientôt en japonais, dans le monde entier. Et parce qu'on a des collègues dans le monde entier qui travaillent sur ces questions-là, mais aussi parce que les demandes sociales, culturelles, intellectuelles sont à peu près les mêmes partout aujourd'hui. Alors il y a des pays où c'est plus facile que d'autres. En tout cas, c'est un programme. Aujourd'hui, ça me fait, il n'y a pas que moi qui y vais, sinon j'aurais pu le voir, en famille. Ma femme m'aurait quitté si j'allais faire toutes les expositions qu'on fait, puisque je le disais tout à l'heure, une cinquantaine d'expos comme celle-là tournent dans le monde aujourd'hui. Et ne me demandez pas toutes où elles sont, des fois je ne sais même pas, et c'est très bien. Généralement, on forme des pédagogues qui, à notre place après, vont expliquer, vont travailler. On commence à peine le travail sur le continent africain, tout simplement parce que ça a été plus compliqué à amener en Afrique, parce que ces images-là, sans avoir à chaque fois un pédagogue, vous ne pouvez pas les lâcher comme ça. On a d'abord beaucoup appris avec le monde dans la zone caribéenne, en Amérique du Sud, et pour la première fois, je te disais, il y a 3 semaines, en Côte d'Ivoire, cette expo a été présentée, un mois, non, pardon, fin avril, 3 semaines, a été présentée en Côte d'Ivoire, la réception a été très bonne. Et on va commencer à développer un programme, notamment au Sénégal l'année prochaine, avec des artistes sénégalais qui, depuis de nombreuses années, travaillent sur l'image et de l'humain. L'expo va être un jeu croisé entre les artistes contemporains sénégalais qui ont travaillé sur cette question-là et l'histoire des humains. Voilà. À vos questions. Je me suis vous laissé parler, j'arrête pas. Et après, comme ça, je loupe pas l'avion et ma femme me décapite. Allez-y, parlez fort. Bon, je vais parler fort. Je vais essayer en tout cas. Bon, prenez le micro. Moi, c'est en fait par rapport au bienfait de la colonisation. J'avais une question. Parce que même si je pense avoir du recul là-dessus, un certain recul, je m'observe et je vois bien que dans ma tête, il y a quand même un bienfait à travers ce que vous avez dit, les hôpitaux, ce que vous avez cité. Donc il n'y a peut-être pas que la caricature de la route unique qui sert pour une voiture dans le pays que vous avez nommé. Et accessoirement, c'est une autre question. C'est quelle est la place de la religion dans tout cet univers, cette propagande, etc. Alors je vais commencer par votre deuxième question, parce que j'aurais pu en parler. Pratiquement dans tous les villages africains, noirs, les villages maghrébins orientaux, c'est incontournable, vous voyez bien alors sur cette image. Vous avez bien compris que ce qui attire le plus, c'est l'islam dans cette image. On est à la fin du XIXe siècle, c'est pas un sujet d'aujourd'hui. Et ça fascine. Et si elle est au centre de l'image et qu'elle domine dans sa couleur noire, il y a une raison. Il y a quasi tout le temps une mosquée reconstituée. Tout le temps. Et on vient d'ailleurs avec toutes les heures, il y a une prière, et le public vient assister à la prière. Parce que c'est pittoresque. Ils n'ont pas été à Marrakech comme vous. Ils n'ont pas fait le voyage en week-end. Donc la mosquée qu'on voit, c'est là. Donc l'islam est extrêmement présent dans ce moment-là, mais l'envers du décor aussi de la christianisation est très présent. Par exemple, à Bruxelles en 97, on compare un village petit noir qui court à moitié nu avec des jeunes enfants christianisés, bien habillés, avec des petites marinières, pour démontrer que la lumière arrive sur ces peuples dans les ténèbres. Donc la religion est toujours très présente, sans non plus être omniprésente. Elle n'écrase pas le reste, mais elle existe. La mosquée, c'est un incontournable. Il y a l'école, il y a un certain nombre d'instituts, il y a la maison du tisserand et il y a la mosquée, qui est un des éléments. On le voit sur une des cartes postales, on voit écrit le mot mosquée, et on voit à l'heure de la prière, on voit tous les gens du village viennent. La colonisation ne se juge pas comme un bilan comptable. Il n'y a pas des plus et des moins. Il y a des pays qui n'ont pas été colonisés, comme le Siam. Le Siam n'a jamais fait l'objet d'une colonisation. La Thaïlande a fait. Il y a autant d'hôpitaux construits à l'époque coloniale en Thaïlande qu'en Birmanie à côté coloniale ou en Indochine. On n'a pas besoin de coloniser, il faut construire des ponts, des routes, des hôpitaux. Donc l'argument de nous avons apporté la civilisation à travers nos hôpitaux et nos routes, sans même rentrer dans le quantitatif, elle est valable si à côté on n'avait pas fait des ponts, des routes et des hôpitaux. Mais on a pu en faire sans coloniser. Donc on aurait très bien pu faire les mêmes choses avec un simple intérêt économique et capitaliste, sans forcément occuper ces pays. La grande différence, c'est que la domination coloniale, c'est beaucoup plus rentable. Je rappelle qu'on a aboli le travail forcé en quelle année en France pour les colonies 1946. 1946. C'est quoi le travail forcé? Alors c'est simple comme système. C'est le truc le plus banal de l'année. Tu te lèves le 1er janvier, tu as 142 jours à donner à l'État français quand tu es à Madagascar. Gratuit. Et quand tu es en temps de guerre, c'est toi qui pars. C'est là où je dis qu'il y a une disproportion dans ce que nous avons pu mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des gens qui étaient à l'école. Césaire s'engorge sur les enfants de l'éducation nationale. Si Mavampo aujourd'hui écrit en français de si beaux romans, c'est qu'il a appris en allant lire à la bibliothèque même de l'Institut français quand il était chez lui, et que son père et son grand-père ont parlé la langue française. Bien entendu que les effets collatéraux de la colonisation, on peut avoir non pas des effets positifs, mais bénéfiques. Ce qui n'est pas la même chose. Et qu'aujourd'hui même, quand on parle de tout sur l'Afrique, les Africains en parlent d'ailleurs souvent beaucoup plus à l'aise que nous, les Africains, au Vietnam, beaucoup plus à l'aise que nous, qui ont totalement déculpabilisé cette histoire. Ils en ont pris ce qui avait de positif, parce que ça fait partie du passé, et non pas... Moi, j'ai aucun jugement positif ou négatif.
Moi, la colonisation ne m'intéresse pas en tant que telle pour savoir si elle a été bien ou mal. Est-ce que c'était mieux en Burkina qu'au Mali? Est-ce que, ça s'appelait souvent en France à l'époque, au Sénégal ou à Mada? Est-ce que les Anglais étaient plus ouverts que les Portugais qui, quand même, sont restés jusqu'en 1975? La question se pose pas en ces termes-là, puisque le principe de base, comme dit Césaire, il ne peut pas y avoir de colonisation sans racisme. Comment on peut prêter exactement? On va prendre une femme au hasard. On lui poser la question. C'est normal que les hommes ne donnent pas le droit de vote aux femmes entre 1789 et 1945? Voilà, vous avez la réponse. On ne va pas élever les droits de l'homme pour parler pour 3 heures là. Vous savez que les femmes n'ont pas avoir le même point de vue que les hommes. Et pourquoi elles n'auront pas le même point de vue? Parce qu'elles savent qu'encore aujourd'hui les salaires sont 17% d'écart. Parce que c'est une réalité que les hommes ont inventée de justifier à un moment que c'était normal que ces femmes incompétentes, comme le démontraient les savants, ne pouvaient pas avoir les mêmes droits que les hommes. À partir du moment où votre système est fondé sur l'inégalité juridique, une égalité de fait et de droit, vous ne pouvez pas prétendre que le peu qui peut arriver. Je vous rappelle qu'en Algérie, c'est 6% d'enfants scolarisés au moment où la guerre d'Algérie démarre. 6%. Et quoi la grandeur coloniale de la France? Moi, je suis un républicain. Moi, si on dit que la République apporte des lumières, elle apporte à tout le monde. Alors, s'il y a un problème de lumière, on coupe la lumière pour la moitié, on le coupe pour l'autre. Il y a un problème. C'est marrant que les droits de l'homme ne fonctionnent pas, plus le bateau s'éloigne du port de Marseille. Après qu'on montre un pont en hôpital ou une route, bien sûr, la plus belle histoire que je vais vous raconter, c'est une thèse qui vient de sortir il y a 2 ans aux États-Unis sur Schweitzer. Schweitzer, c'est le sommet du mec intouchable au colonie. Alors le docteur Schweitzer, tu ne peux pas y toucher. Il s'est sacrifié, il a eu le Nobel, il a soumis contre la maladie du sommeil. Putain, le mec, il est exceptionnel. Sauf que, on a oublié une petite chose. Qui le finance? Qui paye les hôpitaux de Schweitzer? Les grandes compagnies forestières. Pourquoi? À cause de la maladie du sommeil. Ah, mais ils sont quand même sympathiques, ces mecs. Ils exploitent le bois, ils exploitent les hommes, mais ils financent les hôpitaux. Ah ouais, mais il y a une raison. Ça permet de faire des cartographies des gens qui sont atteints de la maladie du sommeil. Et quand vous recrutez pour le travail forcé, si vous recrutez un village où il y a peut-être 80% des gens qui sont atteints par la maladie du sommeil, vous allez avoir 60% de pertes humaines, donc de morts humaines, pour venir jusqu'au chantier. Il faut aller prendre des villages où il n'y a que 10% de maladie du sommeil. Merci, docteur Schweitzer. Ce que je veux dire dans le colonialisme, c'est qu'à un moment, le bilan, on pourrait le faire, vous et moi, pendant des années, de positif négatif. Je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Parce que le débat n'est pas là, c'est une histoire qui a eu lieu. Alors après, on peut débattre si au final, on a amené un peu plus que ce que certains peuvent dire. Mais sur le fond, c'est pas ça qui compte. C'est ce qu'a produit l'histoire coloniale aujourd'hui, comme vous dites. C'est ce qu'a produit l'histoire coloniale à travers une histoire d'inégalité. Et celle-là, on peut en parler pendant des heures. C'était dans la Constitution, c'était même écrit. Ils ne votaient pas. C'est comme l'histoire des femmes. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez aux femmes sur la parité aujourd'hui. Vous diront, ouais, mais Coco, vous avez quand même attendu 46 pour qu'on commence à le remettre à bulletin. Et puis la première élection paritaire, c'est 2015. Le pays des droits de l'homme et de la lumière, je le rappelle. Donc à un moment, vous aurez beau expliquer aux femmes, ouais, non, on vous a quand même fait sous le Front populaire ministre. Oui, mais avant de voter, on est quand même le seul pays au monde qui a nommé 4 femmes ministres, enfin secrétaire d'État, excusez-moi. 4 femmes secrétaires d'État avant de donner le droit de vote aux femmes. C'est quand même extraordinaire. D'ailleurs, tu peux manger une glace, mais tu n'auras que le cornet et pas encore les boules. C'est un peu ça. À un moment, il faut être direct là-dessus, parce qu'après, les gens ne comprennent pas nos ambiguïtés. Oui, il y a eu des ponts qui ont été construits, bien entendu. Oui, bien entendu, dans les plaines de la Midi-Ja, le blé a poussé. Ah oui, mais enfin, c'est normal, on a les filets latéraux blancs et ils exploitaient avec les pauvres Felaga qui voulaient la travailler gratuitement. Alors moi, il y a un débat quand même. Je veux bien rentrer dans la dialectique. Oui, le sucre a poussé aux Antilles. Enfin, c'est l'esclavage quand même. Oui, on a construit des hôpitaux aux Antilles pendant le temps de l'esclavage, mais jamais vous pourrez donner ça comme argument sur l'esclavage. Parce qu'on se dirait, est-ce qu'on peut comparer un hôpital et une route construite d'un système, quelque part, illégitime et illégal? C'est genre un ami, je parlais de Waberi tout à l'heure, c'est pas lui cette fois-ci, mais qui me racontait un Sénégalais, il me dit, même avec des despotes bien pires que vos gouverneurs, on préfère être botté au cul par les nôtres que par les vôtres. C'est comme nous. Vous avez déjà un jour... Je vais vous le faire à l'envers et c'est très provoquant ce que je veux dire. Je te l'ai raconté à midi, l'histoire des petits films. Est-ce que quelqu'un un jour vous a raconté l'histoire de la collaboration en France en vous racontant le nombre de routes et de ponts qu'ont construit les Allemands? Est-ce que vous accepteriez qu'on vous le raconte comme ça? Cher monsieur, les Verts de Gris, ils ont quand même construit le mur de l'Atlantique. Ils ont, ce qui est vrai, ils ont construit des autoroutes, ce qui est vrai. Ils ont construit des hospices et des hôpitaux, ce qui est vrai. Des pistes cyclables, ce qui est vrai. Personne ne viendrait à l'idée de personne de regarder ce que les Allemands ont construit entre 40 et 44 pour justifier leur présence dans l'Hexagone français. Parce qu'on se dirait que ce n'est pas ça le sujet. C'est que nous n'étions pas libres. Et qu'ils nous avaient vaincus. Je racontais cette histoire incroyable. Je montrais à des étudiants l'arrivée des Allemands sur les Champs-Élysées en 1940. Ce qui, à peu près, pour les Français, est une des images les plus humiliantes. On voit l'armée allemande qui défile, il n'y a pas un Français sur les Champs-Élysées. Et les Allemands arrivent, c'est la fin d'une nation. En gros, c'est une image
N'importe quel Français qui voit ça, il ne moufte pas beaucoup, il regarde, il se dit petit, il dit qu'est-ce qu'on a pris cher, mai juin 40. Et c'est l'image de cette humiliation. Comme Hitler qui passe devant la Tour Eiffel, aux Invalides, sur la place du Trocadéro. Image d'humiliation. Je montre ça à les étudiants de Sciences Po, ils regardent l'image, je leur fais commenter. Quand Club s'arrête, une demi-heure après, notre conversation, je mets la même image avec Lyotet qui rentre dans Rabat en 1912. Je leur dis maintenant les gars, commenter. Vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Et là, je dis ah monsieur, bah ouais, c'est pareil. Bah ouais, c'est pareil. C'est pareil. C'est une armée supérieure à une autre qui rentre dans la capitale du pays parce qu'elle a vaincu et qu'elle va imposer sa loi et qu'elle va dire aux autres, c'est nous les chefs. Quelle est la différence entre Lyotet, l'histoire du Maroc, la grandeur, la compréhension, l'ouverture au monde avec le sultan? Pourquoi pas? Mais les collabos vous diraient la même chose. Ouverture au monde de la culture allemande, dirait Rebatté. Drieux-La Rochelle vous montrait la grande puissance intellectuelle de la guerre. Et alors, on ne veut pas être allemand. Et vous ne voulez pas être français. Ça n'empêche pas qu'ils ont construit des routes et des hôpitaux. Mais, ce que je veux dire par là, c'est pas illégitime votre réflexion. Hein. Je suis très provocant en vous répondant parce qu'il faut être provocant pour qu'on arrive à un moment à dichotomiser cette approche. Elle n'est pas liée sur ce qu'on a construit. Elle est liée à ce qu'on a produit. Quand je dis produit, là, en termes d'essence, ce qu'est le colonial. Je serais japonais encore. Je dirais, bon, votre empereur, il n'était pas trop démocrate. Un empire japonais, ça peut se comprendre. Bon, vous, les Anglais, avec votre reine d'Angleterre, c'est assez élitiste. Mais nous, on est républicains. Hein. Moi, on m'a appris que la République, c'était tout le monde est libre et égaux droit. Alors, tu ne peux pas, dans le même système, produire la nation. Ou alors, allez expliquer maintenant à des gamins dans des quartiers que c'est ça la République. Alors, bon courage. Bon courage. Parce qu'ils vont dire, ouais, mais attendez, c'est pas ce que vous avez dit en pratique, les gars. C'est pas été démocratique historique. C'est ça qu'on vit, nous, aujourd'hui, parce que nos aînés, ils ont bien été gentils, là. Les Jules Ferry, toute la génération des Maurras, puis après toute la génération des Mitterrand, ministres des colonies, et puis les Guy Mollet, et tous ceux qui ont suivi derrière les Chirac et autres, qui nous ont laissé le bébé. Et nous, on récupère une génération qui nous dit aujourd'hui, donc, nous n'étions pas vos égaux, nos pères n'étaient pas vos égaux, et nos grands-pères n'étaient pas vos égaux. Et nous, on dit, ouais, c'est un peu compliqué à t'expliquer, mais on va essayer d'expliquer la République. C'est ça qu'on récupère, nous, aujourd'hui. Moi, quand je suis dans les classes d'école, j'ai des gamins qui sont nés en France et qui me disent, monsieur, je ne suis pas français, je ne serai jamais français. Waouh! Le monde est né en France. Peut-être même maintenant, ses parents sont nés en France. Et donc, je suis pas français. Je dis, je suis pas français. Ça vient d'où ça? Pourquoi le petit belge ne me raconte pas ça, lui? Pourquoi c'est généralement un petit black qui me dit ça ou un maghrébin? Il a raison, hein? Il y a un débat. Et ce débat, il est nos ambiguïtés. Alors, je ne dis pas que j'ai la réponse. Je dis que moi, je me les tape, les conférences. Parce qu'il faut laisser les faire. Comme j'explique à notre gentil ministre de l'Éducation nationale de temps en temps, c'est pas tout de suite en leur faisant chanter la Marseillaise que ça va se régler en 30 secondes. Hein. Si une chanson réglait un problème d'intégration, ça c'est on chantait tous la Marseillaise et ça roulerait. Je vous rappelle qu'au match de Milan, ils ont d'abord chanté la Marseillaise avant d'aller au stade. Hein, donc l'histoire est toujours plus compliquée. Et nous vivons la complexité de cet héritage, car il est complexe. Il est complexe, je ne dis pas le contraire. Mais c'est pour ça que je refuse de manière très véhémente, ce que d'ailleurs nos députés ont voté en 2005, droite comme gauche au Parlement français. La loi de février 2005, article 1, article 4, on nous demandait à nous, enseignants, d'enseigner positivement la colonisation. Du moins avec équité. Non. Une question. Moi, sur un sujet, vous avez vu, je les mets en quart de tour là. Hein. Une question. Et dans 7 minutes je pars, excusez-moi, mais j'ai un avion. Oh là. Sinon, je me fais vraiment décapiter par ma femme. Je dis juste que je viens de Paris quand même. Allez, Arthur, vas-y, Charles. Merci pour cette exposé de tous les jours. C'est pas une question, c'est juste pour aller dans la continuation de ce que vous disiez. Mais en y rajoutant quand même une spécificité bien historique, c'est-à-dire que moi je suis sénégalais et à Sénégal, à Saint-Louis du Sénégal, dans l'ancienne capitale, ils avaient construit l'hôpital normal de la colonisation. Mais ce qui est pire dans la comparaison que vous avez donnée avec les Allemands, c'est que les Saint-Louisiens autochtones n'ont pu entrer à l'hôpital pour se faire soigner que 200 ans après la construction de l'hôpital. C'est pas mal déjà 200 ans. Là. 200 ans, les femmes ont attendu 115 ans. Vous posiez justement la comparaison avec justement les Allemands, mais du temps où la France était allemande, entre guillemets, vous avez échappé quand même que le franc allemand valait 20 francs français. Donc l'économie française a été complètement torpillée par ce système. Et De Gaulle
quand il est arrivé, donc dans les affaires, mais il a appliqué le même système à 14 pays africains qui, encore aujourd'hui, vivent sur une monnaie qui est appliquée. Sauf un. Ouais. La Guinée de Guinée. La Guinée. Et je dis bien 14. Et donc, voilà, un franc français valait 100 francs CFA. Aujourd'hui, c'est 50 francs CFA. Donc, le système continue toujours. En fait, c'est pire aujourd'hui, en fait, en termes de comparaison. Et sur le système de la colonisation, oui, Césaire disait que colonisation égale solidification. Et ce qui est très vrai, parce que depuis Colbert, 1835 quand même, le Code noir, ça c'est pour aller dans l'esprit en fait, pour décloisonner un peu en fait, les acquis qu'on a. Il y a certains individus, les Africains notamment, ont été chosifiés. Et il va falloir encore beaucoup de travail pour qu'on puisse déconstruire justement ce système-là. Et vous le disiez si bien aussi que on est parti de ces acquis-là, en transitant par le système de la colonisation, pour arriver aujourd'hui à des situations où, en tout cas, le travail n'a pas été fait Ni ici, ni là-bas, pour pouvoir justement aller plus loin dans ce décloisonnement et considérer justement les faits sociaux très critiques. Et pour répondre à monsieur, j'aurais dû d'ailleurs terminer, mais vous l'avez fait bien mieux que moi là. Il y a le même boulot à faire en face. Parce qu'aujourd'hui, les chefs d'État en Afrique justifient par la colonisation leur incuré et leur incompétence. Et quand ils font un discours en disant oui, parce que la colonisation, je dis, oh les gars, au bout de 60 ans, vous allez arrêter de dire que c'est notre faute. Oh, vous avez eu 60 piges pour vous en sortir. Regardez l'Allemagne de l'Est, en combien de temps elle a été intégrée dans l'Allemagne de l'Ouest. Il y a un moment, il faut relever les manches, il faut arrêter de piller dans la caisse, il faut arrêter d'être des racailles. Là, vous allez voir, ça va beaucoup mieux se passer. Parce que ça a aussi été à l'envers du décor. La colonisation, en tant qu'effet, a été prise en main par les élites africaines qui sont au pouvoir, par les opposants, qui ont pris prétexte que la colonisation avait tout ravagé et qu'ils étaient incapables de sortir de la tête, et pour ce ils ont pillé l'Afrique. Ils ont pillé leur peuple, leur population, leur pays et les richesses du continent. Comme nous, les colonisateurs, on l'avait pillé. Ils n'ont pas arrêté le business, il était tellement rentable. Donc il y a la démonstration à faire des deux côtés. Vous savez, si vous voulez bien vous amuser, vous ouvrez un manuel scolaire en Algérie, vous ouvrez un manuel scolaire au Vietnam, et vous ouvrez un manuel scolaire des années 95 en France. C'est quand même vachement amélioré depuis. Et vous regardez les trois, vous faites OK, et bien il y a du boulot partout. Il y a du boulot partout parce que cette histoire, même encore maintenant en Afrique, on parlait de l'état des frontières en Afrique, essayez de déposer en Côte d'Ivoire un DEA, une thèse sur frontières et politique en Côte d'Ivoire. Le recteur va vous appeler, il va vous dire oh, sujet sérieux, jeune homme, vous êtes gentil. Et ce que je veux dire, c'est que cet effet-là, il est encore aujourd'hui majeur pour nous empêcher de penser ce qu'a été la réalité de cette histoire. Car on est encore totalement piégé par ça. Et des deux côtés, hein. Et monsieur Ortero, c'est bien démontré. Dernière question. Je sais que je vais le faire. Mais par rapport à ça, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que Senghor avait dit la colonisation est un mal nécessaire. Donc déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Oui, il et donc, Senghor encore. Voilà, il y a un courant apparent, parce que moi on me l'a sorti, et c'est un accident, et c'est un noir qui m'a dit ça. Enfin, qui a dit ça à des jeunes élèves oui, mais de Bédarieux, en me disant, donc, alors, comment est-ce qu'il faut le prendre en fait? mais il a raison, le gars, il a le droit, pardon. Il a le droit. Oui, il a le droit, bien sûr. Il a le droit de dire. Certains peuvent considérer que le coup de pied au cul qu'a fait l'Afrique, car c'est un coup de pied au cul aussi, au sens, pas du tout avance, hein, mon gars, un coup de pied au cul au sens de la fondation. La colonisation a certainement été quelque chose qui a changé le destin de l'Afrique. Et que certains analystes vont vous dire, ça a peut-être permis à l'Afrique de faire un bond. Achille Mbembe disait, il y a une très bonne interview dans le Télérama et dans l'Humanité aujourd'hui, et dans le Télérama cette semaine d'Achille Mbembe, qui m'a fait la préface de mon dernier livre, qui est un des meilleurs années et le plus grand historien africain du moment, qui est d'origine camerounaise. Achille dit cette chose incroyable. Le colonialisme, c'est certainement la pire chose que l'Afrique ait vécue, mais c'est peut-être aussi ce qui nous a fait rentrer dans la modernité du monde. Alors ça peut paraître paradoxal, ce que je viens de dire, mais je pense qu'il a raison. Il a raison parce qu'aujourd'hui, quand moi des fois je dis à des gens, tu sais qu'au Sénégal, les poules, ils ont des portables et puis qu'ils s'identifient où sont leurs vaches en géolocalisation, le mec il me regarde, il fait voilà, tu déconnes quoi. Les poules, ils ont des portables, dans mon compta, ils savent pas encore où sont leurs vaches avec leur portable, d'accord? Vous savez, aujourd'hui un pays comme par exemple Madagascar, le taux de paiement avec un portable, de l'Empire. 47% des gens n'utilisent plus du numéraire et payent avec leur portable. Non, je vais en parler moi, ça va m'énerver. Et pas forcément Non, ça va dans le m'énerver. sens. Parle des C'est-à-dire que empires. mais après, à l'envers de la colonisation, vous avez assisté le pire des systèmes coloniaux en Amérique en termes d'effet, Daesh. Nous avons fêté lundi le 100e anniversaire de la ligne Pico. Bientôt mon avion. C'est la bonne. Non.